suis membre du CLIR. On m'a demandé de présenter brièvement les raisons pour lesquelles je suis venu à militer aux indigènes de la République. Alors donc je vis à Toulouse et en 2006, il existait à Toulouse un collectif. À l'époque, c'était donc du mouvement des indigènes de la République. Ce collectif militait notamment pour l'amnistie des jeunes qui avaient été condamnés suite aux révoltes de 2005. Donc j'ai participé à une des réunions publiques organisées par ce collectif et ce qui m'a décidé à y militer et à m'engager, c'est la chose suivante. Pour la première fois, j'ai entendu quelqu'un parler du racisme de gauche, c'est-à-dire que le racisme n'était plus seulement la droite ou l'extrême droite, et ça m'a décidé à militer. La deuxième raison qui est venue un peu plus tard, c'est que les indigènes défendaient l'idée que le racisme qui touche les musulmans, le racisme qui touche les arabes et le racisme qui touche les noirs étaient les mêmes facettes, les mêmes choses, le racisme d'État. Et ça aussi c'était nouveau et c'est la raison pour laquelle j'ai milité. Voilà. Donc aujourd'hui pour ce panel donc, sur banlieue et crimes policiers, nous avons plusieurs militantes qui sont là et à qui je vais donner la parole. Donc la première c'est Alifa Tagamit qui est militante à Mémoire en Marche à Marseille. Bonsoir. Je voudrais commencer mon intervention en répondant à une des questions qu'a posée Aurélia. Qu'allons-nous faire de toute cette beauté que nous avons mêlée à beaucoup de sang et à beaucoup de larmes? Parce que notre histoire, elle est aussi jalonnée par ces histoires de nos frères morts. Et c'est difficile de rester beau au milieu de ça. Mais j'ai quand même envie de lui répondre, moi qui ai connu cette épreuve. Nous restons beaux parce que nous restons humains. Nous restons beaux parce que nous sommes debout. Et nous resterons beaux si à chaque fois que notre nous tombe, nous nous levons. Je voudrais vite témoigner, puisqu'on a très peu de temps, de ce qui s'est passé sur Marseille, cette ville tant stigmatisée dans les médias. C'est difficile d'être militante, de démarrer quand on a 19 ans, 18 ans, qu'on est au lycée. On est un peu militant, mais pas trop. Et à 200 mètres de chez vous, un soir, un CRS tire sur un jeune. Ça vous fait mal. Et je découvre que ces balles qui vont traverser les corps de nos frères, elles nous traversent également. Elles nous traversent collectivement. Donc, en octobre 81, j'ai commencé, j'ai pas commencé, il n'y a pas de jour, de date où on me dit tiens, je me lève et je vais devenir militant. Ça m'a pris aux tripes et j'y suis allée. J'y suis allée malgré le fait qu'à l'époque, il faut quand même rappeler le contexte, aller manifester, c'était risquer l'expulsion. J'y suis allée parce que j'ai été touchée. Et je me rappellerai toute ma vie des paroles de ma mère, n'y allez pas, vous ne la ramènerez pas à la vie. Par contre, vous risquez la prison et l'expulsion. J'y suis allée quand même. Quand quelques mois après, 4 mois après, c'est mon frère qui a pris la balle dans la tête. On passe d'un statut d'acteur à un statut de famille victime. Ce qu'on appelait famille victime, ça ne veut rien dire famille victime. La victime est partie et c'est toute une famille, c'est tout un quartier, c'est toute une communauté qui souffre. Et on ne parle pas assez de ces souffrances. Je n'ai pas réussi, moi, à intellectualiser et à rationaliser cette douleur. Je n'ai pas réussi. J'en suis désolée, mais je n'y arrive pas. Une douleur, on vit avec une balle qui a traversé vos âmes. Vous, elle traverse vos mémoires. Et on se bat en plus pour qu'elle soit inscrite dans le roman national de la France, puisqu'il y a un déni de ces histoires. Il y a tellement de combats sur lesquels nous devons nous porter. Moi, celui-là, évidemment, il me touche plus que les autres. Avoir 16 ans et mourir d'une balle dans la tête, c'est pas juste. Et en 84, donc, nous avions organisé ce qu'on appelait le forum Justice. On avait mis une banderole qu'on avait écrite pour une justice
juste. Tout le monde se moquait de nous en disant mais c'est un pléonasme, une justice juste. Et nous on répondait non, c'est une revendication. Et ça reste aujourd'hui une revendication. Le système judiciaire et le système policier sont des systèmes qui nous écrasent, qui nous renient, qui nous rejettent et qui sont violents avec nous. En février 2013, c'est mon neveu qui est assassiné par un policier. Et la première des choses que je vois lorsque j'arrive dans la famille, c'est la police en train de perquisitionner le domicile de la victime. Ce qui en soi est une violence extrême, et ce que mais le droit est de leur côté. Et toutes ces violences font qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont été touchées, des quartiers, parce qu'on oublie souvent les copains de ces jeunes, qui ont intériorisé cette violence et qui n'y ont pas apporté de réponse. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que nous avons un drame, et nous en avons trop, il n'y a pas de cellule qui nous prend en charge psychologiquement. C'est un démerdez-vous général de la part des pouvoirs publics. Donc toutes ces douleurs, nous apprenons à vivre avec. Et j'ai envie de dire, si nous n'apprenons pas d'autant d'échecs, parce que toute mise à bout au niveau judiciaire, ce sont des échecs. Le CRS qui a tué Awari a été acquitté. Acquitté. Ça, c'est une violence. Et si on n'apprend pas de autant d'échecs, on ne verra pas une victoire collective. C'est pourquoi moi, en tout cas, j'ai décidé sur Marseille de continuer malgré les douleurs, parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi les transcender et se remettre debout, ne serait-ce que pour entraîner les petits. Il y a toujours des petits qui restent derrière. Si on n'arrive pas donc à les transcender, ces douleurs, ben, on reste dans un constat, on est par terre. Mais ce que je voudrais dire ce soir, c'est que nous resterons beaux parce que nous avons lutté d'abord contre nous-mêmes. Moi, en tout cas, j'ai lutté contre moi-même. La première des choses qui vous vient au moment où vous perdez votre jeune frère, c'est la tentation de devenir raciste à votre tour, de connaître la haine à votre tour, de devenir violent à votre tour. C'est tellement simple comme réponse. Et donc, à ce moment-là, il faut lutter. Et ce que vous faites là, c'est ce qui s'est passé à Marseille aussi dans les années 80. Si je n'étais pas rentrée dans des groupes, des groupes constitués ou non, des collectifs, je pense que je serais passée à l'extrême et que je me serais, comme dit en Gouria, éteinte de l'intérieur. Parce que c'est tentant de haïr. C'est une réponse facile. C'est tellement plus difficile que de chercher à comprendre le système et à transmettre ces combats aux futures générations. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. C'est pas évident. C'est pas évident parce que comment expliquer à des jeunes qui aujourd'hui sont au chômage, quand ils n'ont pas un bracelet électronique au pied, quand ils ne sont pas en prison, quand ils ne sont pas rejetés entre des missions locales, des PLI, des Pôle emploi et que sais-je, comment leur expliquer qu'il y a une autre réponse et qu'elle ne peut être que collective? C'est difficile aujourd'hui de vivre en banlieue, c'est une banalité que de le dire. C'est violent de vivre en banlieue, c'est comme ça qu'il faut le dire. Il ne faut pas dire c'est difficile, il faut dire c'est violent du matin au soir, c'est violent la banlieue. Je voudrais arrêter là mon intervention pour laisser aussi les autres parler et peut-être revenir sur des questions plus tard. Écoutez, Ahmed Beltoutsi, porte-parole du collectif Urgence Notre Police Assassinée. Bonsoir à tous. Avant tout, je voudrais remercier le PIR de cette invitation et la présence de Angela Davis. Merci. Alors, le collectif Urgence Notre Police Assassine est un collectif de familles de victimes mortes entre les mains de la police. J'ai décidé de fonder ce collectif parce que, comme le disait Anifa, la première chose à laquelle on pense, c'est de devenir un monstre, oui.
vous le cache pas, je vous le dis. Et en fait, ce combat que je suis en train de mener aujourd'hui, avec la maman de Wissam El Yamni, excusez-moi parce que c'est toujours aussi difficile, même 3 ans après. Oui, c'est difficile. C'est difficile de rester beau. C'est difficile. Donc ce combat qu'on mène avec les familles de victimes, c'est aussi une thérapie. C'est aussi un moyen de lutter contre le monstre qui peut se réveiller un jour ou l'autre et qui, j'espère, ne se réveillera pas. Lutter contre cette injustice et lutter parce que on se dit que il y a 30 ans ça avait lieu et que ces policiers étaient acquittés et que 30 ans après, 40 ans après, ça existe toujours. J'ai perdu mon frère, j'ai retrouvé un autre frère, j'ai retrouvé une autre famille. Une famille de blessés, parce qu'on est blessés, on est mutilés à l'intérieur de nous. C'est des séquelles, malgré le sourire, malgré la vie qui passe et malgré le quotidien, eh ben on est obligé de vivre. On est obligé de se battre pour nos enfants, parce que j'ai 3 enfants et je sais pertinemment qu'un jour aussi ils pourront être victimes de violences policières, d'insultes, de mutilations, de meurtres. Et je me dis que si je ne fais pas quelque chose aujourd'hui, eh ben je m'en voudrais dans quelques années de me dire je n'ai rien fait. Voilà. La vérité, c'est que pour la plupart des gens, quand on voit ça à la télé, ça passe comme un fait divers. On a tellement acquis les violences policières. Dans les médias, quand on en parle, c'est un homme qui a perdu la vie, mais parce qu'il le méritait. Parce que les policiers, parce que la version policière, eh ben, elle est beaucoup plus crédible que la version de la famille, et parce qu'on rend coupable à titre posthume les victimes systématiquement. Je vous le garantis que si un jour vous êtes victime de violences policières et que vous n'avez jamais eu affaire à la police pour un simple contrôle routier, pour un simple contrôle routier, eh bien, systématiquement, vous serez coupable d'avoir insulté, coupable d'avoir un peu trop bu, coupable de votre propre mort. Donc, quand on voit ça à la télé, les médias français sont très forts pour accuser les États-Unis de dire qu'aux États-Unis, ce sont des crimes racistes. En France aussi, ce sont des crimes racistes. Ce sont des crimes racistes et ce sont des crimes complices avec la complicité de la justice, de la politique, de ceux qui nous gouvernent. Donc nous, les familles, aujourd'hui, on n'a plus le droit de se taire. On n'a plus le droit de baisser les yeux. Parce qu'il y a quelques années, nos mères nous disaient « Ne faites pas trop de bruit, on n'est pas chez nous. » Eh bien non. Aujourd'hui, on est chez nous. On le revendique.
laissé trop faire, qui continue à nous tuer en toute impunité. Et on n'en restera pas là. Je vous le promets qu'on gagnera. Je vous le promets, j'ai beaucoup d'espoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir m'invité. J'ai jamais imaginé en France. Je suis en France, ça fait 36 ans. J'ai jamais imaginé que ce soit la France elle est comme ça. Et un jour, ça tombe sur moi. On est une famille sérieuse. On a travaillé dur. On a payé nos impôts. Et un jour, le 31 janvier, c'était le 31 janvier, ma belle-fille, elle me dit, faut que tu vas avec moi à l'hôpital. Quand je suis allée à l'hôpital, quand je rentrais à l'hôpital, quand j'ai vu mon fils, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. En France, il y a ça. C'est pas possible. En France, ils disent qu'il y a le droit de l'homme. Il y a tout. C'est pas possible. Quand j'ai vu le visage de mon fils. Cette semaine, événement, les bras jamais de moi. Jamais. Tout massacré. Il y a les bleus partout. Les côtes cassées. Je dis, c'est pas possible. Je dis, non, c'est pas possible, c'est les policiers qui ont fait ça. C'est pas possible, c'est les policiers qui ont fait ça à mon fils. Et en plus, ils ont dit des choses horribles sur lui. Ils l'ont massacré, ils l'ont massacré, ils l'ont mis dans le coma, ils l'ont tué. Et en plus, ils ont dit des choses sur lui. Voilà. On veut la justice et on aura la justice. On battra jusqu'au fond. Et merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est très difficile de passer après ce qui vient d'être dit, alors pour une fois, je vais faire court. Avant toute chose, je voudrais qu'on applaudisse et qu'on souhaite un très joyeux anniversaire au Parti des indigènes de la République. C'est d'autant plus important pour moi que les indigènes sont très certainement, la pensée indigène est très certainement au cœur de mes débuts de militante et d'activiste. Je me rappelle quand je voyais Bria à la télé, je me disais je veux être Bria. Et ce que j'ai vu, on peut discuter sur des positions, sur les positions du pire, on peut ne pas être d'accord ou ne pas être d'accord. Par contre, ce qu'on ne peut pas enlever au pire, c'est l'amour qu'ils ont pour les indigènes. Quand je vois Youssef, quand je vois Atman, quand je vois Abdelkarim,
Et tous les autres, je suis désolée, je n'ai pas tous les noms en tête, ce que je vois dans leurs yeux, c'est de l'amour. C'est de l'amour pour les indigènes. Et ça, c'est extrêmement important parce que cet amour-là, il est au cœur de nos parcours, il est au cœur de notre militantisme, il est au cœur de nos luttes. Sans amour, on n'y arrivera pas. Et ça fait penser à une citation de Malcolm X, vous la connaissez tous, je pense. Certains disent que je prêche la haine, je ne prêche pas la haine, je prêche l'amour. Je ne vous parlerai pas si je ne vous aimais pas. Je ne prendrai pas de risque pour vous si je ne vous aimais pas. Et il me semble que c'est assez fondamental et assez marqueur de nos luttes et de la manière dont on entreprend ces mouvements de libération et d'émancipation. C'est de l'amour qu'en 2004, j'avais pour Leïla, qui était dans ma classe, qui était voilée, qui a été exclue parce qu'elle portait voile. C'est de l'amour que j'avais pour elle quand je me suis mobilisée pour la première fois dans une lutte politique. C'est de l'amour que j'avais pour Zied et Bouna quand, en 2005, ils sont décédés dans le transformateur électrique et que moi, du sud de Paris, j'ai pris le RER pour aller à Clichy-sous-Bois et pour aller voir comment la banlieue s'embrasait. C'est de l'amour que j'ai pour vous quand je vous entends parler de vos frères, de vos fils, Amin Bentoutsi, Wissam El Yamni, Lamine Dieng, Amadou Koumé qui vient de mourir et tous les autres. C'est de l'amour que j'ai pour chacun de mes frères que je croise dans la rue, qu'ils soient en train de galérer, de faire le mur, qu'ils soient en train d'être menottés par les policiers, qu'ils soient en train d'être contrôlés aux faciès, ou qu'ils soient en train d'être tabassés et plaqués à même le sol. Cet amour-là, on le retrouve dans tous les témoignages de sœurs, de mères, de filles que nous croisons. J'ai été pendant un temps responsable du pôle juridique du collectif Stop le contrôle aux faciès, dont je suis l'une des porte-paroles, et c'est assez frappant de voir que nombreuses sont les femmes qui nous appellent. Ce sont les femmes qui poussent les hommes à porter plainte, puisqu'elles ont une certaine forme de rejet face à ces violences, une certaine forme d'engagement qui les pousse à ne jamais se laisser faire, qui les pousse à pousser les hommes de leur vie à dire non, il est hors de question que ça passe. Ces femmes-là, j'aimerais les saluer et j'aimerais qu'on les félicite, où qu'elles soient présentes ici ou pas, si on pouvait les applaudir. Un grand merci à elles qui portent ces luttes d'émancipation, de libération et ces luttes pour la dignité. Puisque qu'on soit très clair, ce ne sont pas des caprices de lutte, ce ne sont pas des caprices, ce sont des luttes pour la dignité. Ce ne sont pas des luttes de confort, ce sont des luttes de survie. Nous ne faisons pas ça parce que nous souhaitons le faire. Nous ne faisons pas ça parce que c'est marrant d'aller intervenir ici ou là, de faire une manifestation, d'aller taper des coups de pression sur un plateau de TV, d'aller menacer un tel ou un tel. C'est pas marrant de le faire. Nous le faisons parce que nous sommes obligés de le faire, parce que nous n'avons pas le choix. Parce que notre intégrité, parce que nos droits les plus fondamentaux, parce que nos libertés sont chaque jour davantage remises en cause. Nous ne pouvons plus laisser passer ça. Nous ne pouvons plus laisser passer ça, et il me semble que les générations à venir, le Pierre est à venir, c'est un slogan qui contient ce nom, les générations à venir l'ont bien compris, et dorénavant, la tête levée, on ne se laissera plus faire. Ouais. J'ai rien de plus intelligent à vous dire. Tout a été dit, donc pour pas prendre trop de temps, et je vais faire ce que je sais faire. C'est-à-dire que j'ai écrit un texte il y a longtemps qui parle de nous en termes. J'ai fait une allégorie avec l'animal, avec la bête, parce qu'on subit la chasse à l'homme tous les jours. C'est ce que font les flics. En général, c'est-à-dire qu'on soit noir, arabe ou qu'on soit blanc déchu de ses droits de blanc, parce qu'il y a des blancs qui ont rejoint notre camp et qui ont été déchus de leur blancheur. Et moi, c'est ces blancs-là que j'aime, c'est avec eux que je le traîne. Les autres, je ne peux pas. Donc voilà, je vais vous faire juste le texte et puis après je me laisse. Je
J'appartiens au cheptel qu'on maintient à l'étable. La brebis rebelle qui doit rejoindre le bétail. Mon nom est un détail et personne ne m'appelle. Qui aura ma gueule sera décoré d'une médaille. Deviendra une idole, un modèle pour la foule, un symbole. Le cow-boy qui a vaincu le cow-boy, mis dans la corbeille, la queue et les oreilles, cloué au portail, le trophée de la bataille. On me croit criminel, anormal, me voit dans les tunnels, me cherche dans le canal avec fusil et jumelles. Il faut me faire mal, là le journal est formel, au signal viser la moelle, donner la mort intentionnelle. Rien n'est rationnel, la chasse est nationale, passionnelle, prise en charge par des professionnels. Éliminer l'animal, qu'il soit mâle ou femelle, salir sa gamelle avec sa pisse ou ses semelles. Libérer la bête, effacer sa dette, essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérer la bête, effacer sa dette, essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Et elle est sur elle, hors d'elle, adore le bordel. Ses blessures sont mortelles et ses morsures morcelles. Elle sortait le crotale avec son venin fatal. À coup sûr venir à elle, c'est périr d'une morsale. Elle harcèle, dort seule, protège son épine dorsale. Et elle seule représente le mal universel. Pille toutes vos parcelles, vos portions, vos pincelles. Faites attention à celle que la cruauté ensorcelle. Scellez les arrière-salles, les nacelles, les passerelles, les quartiers, les cartels, les écoles maternelles. Quelles sont les nouvelles, ces rituels éventuels? Où va-t-elle, où vit-elle? Ces va-et-vient habituels. Ces questions sont vitales, essentielles, capitales. Son habitat naturel, ses réflexes sont mentales. Sa pensée est bestiale, sa colère officielle, vous la reconnaîtrez. Son pelage est spécial. Merci.